te passe la main, Alicia. Salut pour cette masterclass sur le système nerveux. Voilà, c'est important aussi ce système nerveux. Je te passe le micro, chère Alicia. Hop. Non, alors ça, c'est l'affichage notes. En bas, tu vois, tu as marqué Si tu fais ça, tu as l'affichage diapo. Voilà, super. C'est bon? Hmm, parfait. Ok. Je vais passer les slides directement. Ah, je tente la slide 2. Vous me dites si c'est bon. Oui, ça a l'air d'être bon. Ben, bonjour à toutes. Ravie de vous faire cette présentation. Donc la demande, c'était, enfin, mon souhait, c'était de vous partager un peu plus en détail la pratique de la respiration dans un cadre véritablement d'aide thérapeutique pour tout ce qui est dérèglement du système nerveux. Mon présupposé, c'était d'abord de vous faire un rappel physiologique, bien comprendre qu'est-ce que c'est le système nerveux, de quoi il est composé, et puis ensuite, avec cette première présentation, on va dire globale, ces petits rappels, comprendre quels sont les mécanismes qui entrent en jeu, et c'est ces mécanismes de régulation du système nerveux. Et ensuite, on va faire, comme j'indique ici, un petit détour vers la théorie polyvagale, qui a été une théorie au début du XXe, enfin au milieu du XXe, qui a permis de théoriser une approche thérapeutique à partir justement de cette connaissance physiologique des systèmes de régulation du système nerveux. Ensuite, on va pratiquer des exercices de respiration. J'espère vous faire sentir à quel point c'est intéressant de sentir son système s'auto-réguler. Et puis, après cette petite page de pratique, on verra ce que je vous propose pour intégrer ces connaissances et ces exercices de respiration dans la pratique naturopathique. Jusque-là, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas les questions, donc il faudra me les dire à l'oral. C'est OK? Alors, c'est parti. Donc, voilà les quatre grandes parties. J'ai prévu une petite session à mi-parcours, une petite session d'échange. On verra s'il y a des questions à ce moment-là. On verra si je tiens le timing. Et surtout, des échanges à la fin de la présentation. Irène, tu me donnes combien de temps pour la présentation? En tout, il nous faudrait 1 heure et demie Donc, avec les questions. questions incluses. OK, c'est parti. Alors, les petits rappels intéressants sur l'anatomie et qu'est-ce que c'est que le système nerveux. Voilà, donc les deux grandes parties du système nerveux. C'est un système nerveux central, un système nerveux périphérique. Alors, le système nerveux, c'est ce que vous voyez sur l'illustration. Le système nerveux central, c'est ce qui est en rose, au niveau du cerveau. Et qui descend dans la moelle épinière. Donc, système nerveux central, voilà, il est situé au centre de la colonne vertébrale. Et puis, on a un système nerveux périphérique. Donc, c'est toutes ces ramifications nerveuses, pardon, le réseau des nerfs. Donc, les nerfs, ce sont des câbles qui sont disséminés partout dans l'organisme. Ce système permet des afférences et des efférences. Donc le moyen mnémotechnique, c'est afférence parce que ce sont les informations qui arrivent au cerveau et les efférences, ce sont les informations qui sont émises par le cerveau. Donc ce système permet en permanence au cerveau d'être au courant de ce qui se passe dans notre corps. Alors le système nerveux périphérique, donc qui était symbolisé en jaune tout à l'heure, lui, il est lui-même divisé en deux branches. Donc, le système nerveux somatique qui contrôle les mouvements volontaires. Donc, je donne une action à
mes muscles de bouger, donc je bouge un membre. Voilà. Ce système somatique, c'est celui qui, par le biais de capteurs sensoriels, donne des informations en retour. Pardon. Et le système nerveux végétatif, donc c'est lui qui intervient plutôt dans la régulation des fonctions vitales internes, qu'on appelle les fonctions involontaires. Le système végétatif, lui, contribue à maintenir l'équilibre intérieur et coordonne les activités donc qu'on appelle involontaires, donc la digestion, la respiration, la circulation sanguine et l'excrétion et la sécrétion d'hormones. Voilà, le système végétatif, il a lui-même deux branches. Donc là, c'est ce qui va nous intéresser particulièrement dans cette masterclass, puisqu'on va rentrer dans le détail de ce qui se passe au niveau du système nerveux sympathique et parasympathique. Donc, énorme schéma, parce que énorme rôle de ce nerf, le nerf vague. Le nerf vague, c'est le 10e nerf. Il est composé de 31 paires de nerfs. C'est pas n'importe quoi. Donc, on a des nerfs cervicaux, thoraciques, lombaux, sacraux et un nerf coccygien. Ce nerf vague, il gère à travers ces deux branches qui sont installées de façon symétrique. Il y en a une un peu à droite, à l'arrière de l'estomac, et une à gauche, à l'avant de l'estomac. Donc le système, le nerf vague, il est composé de deux branches, le système nerveux sympathique. Les nerfs sympathiques, eux, ils prennent naissance dans des régions, principalement dans la région thoracique et lombaire de la moelle épinière. Et le système parasympathique, lui, ces nerfs proviennent du crâne, notamment donc à la source du nerf vague, et ils vont jusqu'à la région sacrée de la moelle épinière. Voilà, donc comme vous voyez sur le schéma, le système parasympathique et le système sympathique gèrent tous les deux des systèmes qu'ils peuvent avoir en commun, mais ils vont les réguler. Ils assurent en permanence un équilibre, l'homéostasie. Alors, on va voir dans le détail les fonctions parasympathiques. D'abord, les fonctions parasympathiques, donc le système parasympathique et l'orchestre, celle qu'on a bien identifiée, la réaction de fuite et de lutte, métaboliquement. Excuse-moi, Oui. excuse-moi Alicia, c'est sympathique ou parasympathique? Pardon, on est sur. Ah oui, pardon, on est sur les fonctions sympathiques. Je me suis fait distraire par l'arrivée de la slide suivante, qui est en rappel. Donc, on est bien sur les fonctions sympathiques, pardon. Donc, le système sympathique prépare l'organisme à la fuite ou à la lutte. Donc, il nous donne une impulsion. Et c'est une impulsion vitale puisque nos ancêtres avaient besoin de réagir très très vite pour le cas où il y avait une attaque et il fallait sauver sa peau. Donc concrètement, ce système il permet une dilatation des bronches, accélère le cœur. Donc permet une respiration suffisante et suffisamment efficace pour prendre la poudre d'escampette. Il va être responsable de la tension artérielle et par effet de conséquence, au moment où ce système est le système qui dirige notre action, il va y avoir diminution de l'activité digestive. Voilà. Les deux neurotransmetteurs du système nerveux sympathique, c'est ce qu'on connaît, la noradrénaline et l'adrénaline, ce qui donne l'impulsion et qui fait agir en conséquence les systèmes. Quant aux fonctions parasympathiques, ce sont les fonctions qui vont contrebalancer
cette activité. Donc, lui, il envoie plutôt un signal de calme. Un signal de calme, de sécurité du corps. Donc, il va faire ralentir le rythme cardiaque, il va relancer la digestion, il va en quelque sorte faire rentrer le corps dans un mode de régénération. Hein. C'est ce qu'on appelle le système plutôt de repos, par opposition au système sympathique ou orthosympathique qu'on vient de voir, qui est lui le système de l'urgence et de l'action. Mais ça, vous le savez parfaitement. Donc, le neurotransmetteur des fonctions parasympathiques, c'est l'acétylcholine. Alors, en ce qui concerne le mal, un des grands mots de notre époque moderne, hein, le stress, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe dans notre corps quand ce stress est déclenché et quand ce stress s'installe, puisque on n'a plus à courir face à un tigre à dents de sabre ou à un mammouth, une charge de mammouth. On a à réagir à d'autres stimuli, mais qui sont perçus par le corps comme un danger, quand même comme un danger. Donc, les réactions à ce système de stress, hein, c'est autour de trois notions, le fight, le flight et le freeze. Donc, la fuite, le combat, ou alors le freeze, c'est-à-dire on fige. Il faut comprendre que ces réponses, elles sont instinctives. C'est-à-dire que elles sont pas contrôlables, en tout cas pas contrôlables par la pensée. C'est vraiment une réaction métabolique qu'il est compliqué de gérer sans outils. Le problème, c'est quand le stress devient chronique. Donc, puisque on n'a pas conscience qu'on est engagé dans un système de stress, on a encore moins conscience que ce stress est chronique. Le problème, c'est qu'on a un niveau de cortisol qui reste très haut. Les impacts et conséquences physiologiques, ça peut être une inflammation de bas grade, hein, et une baisse de l'immunité. Vous savez ça aussi. Ça engendre des troubles digestifs, des troubles du sommeil. Et tous ces troubles, comme ils sont multifactoriels, eh bien on a du mal à en trouver la cause réelle. En tout cas, à titre individuel, sans être formé thérapeute comme nous le sommes. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est pas d'être tout le temps relax, mais de pouvoir naviguer sereinement entre un système d'activation et un système de repos. Donc, ne pas rester en permanence bloqué en mode stress. Pas rester bloqué comme ma présentation. Donc, pourquoi on va avoir besoin d'outils pour équilibrer le système nerveux? C'est parce que c'est un enjeu central, comme vous l'avez bien compris, vu l'importance des systèmes qui sont régulés par le nerf vague. Il faut faire comprendre, je suis là pour vous faire comprendre que c'est un enjeu central, à la fois de prévention, mais aussi d'accompagnement sur toutes ces problématiques. Donc, pour aller plus loin dans la partie 2, je vous propose d'aller justement comprendre ces mécanismes de stress et d'aller découvrir ce que proposait Porges dans la théorie polyvagale. Donc, l'origine, c'est donc Stephen Porges, célèbre neuroscientifique, qui a développé cette théorie. Selon lui, le système nerveux autonome ne se limite pas à seulement deux états, hein, le sympathique et le parasympathique, mais il fonctionne plutôt selon trois circuits. On va voir en détail.
Alors, selon sa théorie, les 3 circuits sont les suivants. Donc, celui que j'ai matérialisé en rouge, c'est le vagal dorsal. Donc, celui de l'immobilité, du shutdown, c'est le moment où la personne va s'immobiliser. On parle à ce moment-là d'un effondrement, d'une dissociation. C'est un ralentissement extrême. Ensuite, vous avez l'orthosympathique, donc celui Du du coup, fight-flight. Oui, excuse-moi Alicia, du coup, le vagal dorsal, est-ce que c'est justement en cas de burn-out? on va se trouver, oui, en burn-out sur un versant dorsal, tout à fait. Ok, C'est merci. là que l'énergie va être au plus bas, le corps va être au ralenti et toutes les fonctions cognitives, en tout cas toutes les fonctions qui devraient fonctionner correctement si on était en ventral, sont éteintes. On va le voir un peu plus en détail, enfin, du moins, je pense que ce sera encore plus clair tout à l'heure. Donc le système, enfin l'orthosympathique, lui, c'est le fight-flight, hein, c'est celui de la fuite, du combat. Lui, c'est dans l'activation, dans l'énergie. Hein, n'oubliez pas que il est intéressant quand même d'avoir du cortisol pour être dans l'action. Et puis on a cette branche ventrale qui est associée à la sécurité, à la connexion sociale, à la capacité de réguler ses émotions. Donc c'est intéressant d'avoir connaissance de ces 3 états. Euh, on utilise une image un peu comme celle d'une échelle. Euh, donc tout en bas, on a l'épuisement, on a le figement, la dissociation. Au milieu de cette échelle, on a le sympathique, hein, celui du stress, de la tension, de l'agitation, qui peut être positive ou négative. Et puis tout en haut, on a le ventral. Et là, on est tout en haut, on est calme, on est connecté, on est présent, on se sent en sécurité. Et c'est important d'avoir en tête cette image de l'échelle parce que on ne peut pas passer de l'un à l'autre état sans revenir à celui du milieu. Voilà. Alors, une autre notion de la théorie polyvagale, c'est cette notion de neuroception. La neuroception qui s'oppose à la perception. Donc c'est un processus non conscient. C'est une sorte de radar interne. Ce radar-là, sans qu'on en ait conscience, il évalue constamment. Est-ce que ce lieu est sûr? Est-ce que je peux me détendre? Est-ce que je suis en danger? C'est ça qui détermine l'état nerveux dans lequel on se trouve. Et c'est avant même que le mental s'en rende compte. Par quel mécanisme ça passe, la neuroception? Ça passe par des capteurs de l'environnement. Donc là, j'ai pris l'exemple des secousses sismiques, hein, de la présence de fumée. Alors, secousse sismique, immédiatement, danger, je le perçois et j'ai la réaction en conséquence. La présence de fumée, ça va me donner envie d'aller vérifier. Peut-être que je vais passer en mode alerte ou peut-être que je vais me rendre compte que c'est bénin. La présence d'un animal, bah, ça dépend de mon histoire personnelle. Peut-être que j'ai déjà été attaquée par un chien et à ce moment-là, dès que je vais voir un chien, je vais paniquer alors que le danger n'est pas réel, mais pourtant, je vais me mettre en panique. Euh, et ça peut aussi, enfin en tout cas, cette réaction du corps, elle est aussi le fruit d'une expérience personnelle. Donc c'est vraiment ma manière à moi d'évaluer le danger et ça va pas être la manière de quelqu'un d'autre. Donc une personne tiers qui pourrait dire mais non mais là il n'y a pas de raison de s'énerver, pas de raison de se mettre se mettre dans cet état, et ben ça va pas du tout être vécu de la même façon par la personne. Je vous prends un autre exemple, tout ce qui est mimique faciale, ben c'est pareil, c'est décodé de la même façon par la neuroception. Euh, Quelqu'un qui a été traumatisé, qui a été voilà, violenté par une personne qui avait des traits très calmes, très avenants, etc., peut interpréter d'un visage souriant un danger.
Voilà. Donc, cette théorie, elle est vraiment intéressante parce qu'on prend en compte la dimension psychologique et la dimension non consciente qui influence énormément le système nerveux. Alors, important aussi à percevoir, nous sommes tous des êtres sociaux. Notre système nerveux se régule par le lien et se régule en négatif ou en positif grâce à ce lien. Alors, en naturopathie, dans le cadre d'une séance, il faut avoir conscience que le ton de notre voix, le cadre dans lequel on accueille la personne, ses capacités d'écoute, en gros son attitude, va avoir une action très précieuse pour apaiser la personne, juste par notre façon d'être, notre façon d'encadrer avec bienveillance la séance. On peut réussir en quelques minutes, plus ou moins long selon les états des personnes qu'on a en face de nous, mais on peut réactiver le système vagal ventral chez une personne qui arrive complètement crispée. On n'a pas conscience de ce rôle-là, mais nous l'avons. Alors, il y a des C'est ce qu'on limitations. appelle, pardon, c'est ce qu'on appelle la co-régulation. Oui, exactement. Alors, il y a des limites et des critiques à cette théorie. Il faut savoir qu'elle est encore débattue par le milieu scientifique. Il y a des chercheurs qui ont pointé du doigt certaines hypothèses qui ne sont pas prouvées scientifiquement. Bon, je vous ai mis toutes les sources en annexe à la fin de la présentation. Il y a une étude publiée en 2023 dans le Biological Psychology qui a mis en évidence plusieurs limites dans les fondements de cette théorie. Voilà, en disant que sur les échantillons, il y avait des choses qui n'avaient pas été respectées ou des échantillons trop courts. Bon, l'idée, c'est cette prudence qu'on nous a enseignée pour celles qui ont fait le SN, hein, cette prudence dans le fait de pas prendre tout au pied de la lettre, savoir que c'est un modèle intéressant, utile, savoir que c'est pas partiellement validé, c'est intéressant aussi. En fait, on prend ce qu'on a envie de prendre. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à la personne qu'on a en face. Vous allez voir dans la dernière partie. Voilà, donc en synthèse, savoir le rôle du nerf vague et les actions qu'on peut avoir sur le nerf vague, c'est des leviers pour permettre de sortir du mode dorsal et du mode sympathique quand il est dérégulé, hein, quand on est en hyperactivité et qu'on se rend plus compte qu'on n'arrive plus à redescendre. Donc sortir du mode dorsal, accompagner la personne vers un état de sécurité, et cet état de sécurité va permettre de redémarrer une régulation qui ne se fait plus. Donc effectivement, elle me parlait de la co-régulation, hein. C'est avoir des interactions apaisantes avec les autres. Et quand on est en sécurité, tout s'améliore, les capacités relationnelles, mais aussi émotionnelles. Et on prend aussi la dimension de ces capacités cognitives et comportementales qui vont être améliorées. Ça donne des possibilités, des clés pour en fait retrouver plus de créativité, plus de possibilités d'apprentissage, plus de connexion sociale et globalement plus de joie. C'est le moment de faire quelques échanges s'il y a des questions. Oui, moi j'étais étonnée de voir sur le schéma des trois états que en fait le vagal ventral, il va pas du tout dans le ventre en fait. Enfin, il est juste, il s'arrête au thorax, quoi, j'ai l'impression. Alors que souvent
souvent, moi, je l'identifiais jusqu'au plexus solaire, enfin le début du ventre, tu vois, et souvent je masse ces endroits. Donc voilà, j'étais étonnée. D'accord. J'ai pas mis beaucoup de planches anatomiques, mais euh, si ça t'intéresse de creuser, il y a beaucoup de schémas qui permettent de regarder le tracé, le passage de ces deux branches. C'est bon? Pas de- Il y a Céline qui posait la question des personnes qui sont en état d'hypervigilance. Oui, C'est qu'elles sont comment alors du coup par rapport à... bah, c'est des personnes qui ont un sympathique dérégulé. C'est ce que j'évoquais tout Donc à qui l'heure. ont plutôt tendance à être tout le temps en sympathique Oui, c'est ça. et qui n'arrivent plus à revenir en para quoi. Ouais, typiquement, ce sont des personnes qui n'ont pas réussi à se reposer en vacances. Il suffit de les questionner là-dessus pour en avoir confirmation. Mm, mm. Euh, ouais, c'est des gens qui ne s'accomplissent que dans l'action, qui vont profiter du moindre temps libre pour faire quelque chose d'excitant. Donc, je me lève à 5 heures, je vais faire mon jogging, je me sens le roi du monde parce que j'ai la pêche tout le temps, etc. Sauf que ça n'a qu'un temps, malheureusement. Et on voit ça chez les chefs d'entreprise ou les managers qui sont dans l'action, voilà, qui sont hyper stressés, mais qui considèrent que le stress c'est bon, que le stress ça les motive, etc. Mais si ça ménage pas des moments de repos, et si en plus ils ont perdu leur élasticité vagale, même pendant les moments de repos, ça va pas les ressourcer. Bonjour à toutes. Je me permets d'intervenir, Alicia, par rapport à la description des personnes en hypervigilance que tu viens de faire, parce que moi, on m'a décrit comme une personne en hypervigilance, hein, les médecins, et je Ouais, suis tout l'inverse de ce que tu viens de dire. d'accord. Je n'ai plus du tout d'énergie, je ne peux plus du tout. Enfin, je suis hyper stressée. Enfin, comment dirais-je? Oui, je ressens vraiment que je suis stressée parce que j'ai même des problèmes de palpitations, de choses comme ça. Mais en revanche, je n'ai plus aucune énergie. Je n'arrive plus. Là, j'étais en vacances, j'ai fait quelques excursions. Il m'a fallu 3 jours pour m'en remettre. Je n'arrive plus à dormir parce que mon cerveau, mon système nerveux est en hypervigilance, même nocturne. Mhm. Donc voilà, donc est-ce qu'il y aurait plusieurs profils de personnes en hypervigilance et est-ce que aussi les personnes en hypervigilance, est-ce que ça peut être accentué par certaines pathologies, notamment le fait d'être en douleur chronique en permanence, ça amène aussi des signaux au système nerveux qui peut-être dérégule, le dérègle bah, du fait que voilà quoi, on a des signaux de douleur, de choses en permanence et comment faire pour parce que moi ça fait des années que ça dure, je n'en peux plus. Mhm. Euh, et puis ça c'est un effet en boule de neige quoi. Je veux dire, l'hypervigilance amène des douleurs, les douleurs amènent de l'hypervigilance. Mhm. Euh, Putain, voilà, donc c'est pour ça que cette théorie polyvagale est hyper intéressante, mais par contre, jamais personne ne m'en a, enfin, personne ne m'en a jamais parlé. En... Alors, en séance de respithérapie, on a un protocole, hein, on fait une anamnèse au début de l'entretien et souvent on a des gens qui viennent pour des problématiques de sommeil et quand on creuse, on s'aperçoit que oui, la personne est en perte de régulation. On le voit en positionnant les capteurs et vous allez voir un exemple de courbe tout à l'heure de ce qu'on est capable de mesurer avec la variabilité de la fréquence cardiaque. Chez toi, il semblerait qu'il y ait ce défaut de régulation qui fait que quand tu as besoin d'énergie, tu n'en as plus, et quand tu as besoin de te reposer, c'est pas possible non plus.
Donc, tu es dans cet état de difficulté de régulation, de perte de tonus vagal. Donc, l'hypervigilance qu'on semble t'avoir, comment dire, diagnostiquée, c'est plutôt, pour moi, une hypersensibilité, ce qui peut aussi expliquer ton hypersensibilité vis-à-vis des douleurs. Enfin, à creuser, mais quelques pistes rapidement que je te confie là. Euh, si je peux rajouter un petit quelque chose, c'est que on peut être dans des états mixtes. Et ça, j'ai compris ça aussi à travers le programme dont je vous ai parlé de Véronique Desnoyers. C'est-à-dire que tu peux être en même temps en dorsale, donc effectivement n'avoir plus aucune énergie. Et finalement, le repos ne te ressource pas, puisqu'en fait, c'est un état de figement. Or, en figement, tu ne te reposes pas. Et en même temps, avec une composante effectivement d'hyperactivité, d'hypervigilance en fait. Tu t'alternes ces deux choses. Tu n'es jamais en ventrale, mais tu peux alterner tout à fait ces deux états qui te mettent dans une boucle coincée entre hypervigilance et dorsale. C'est ça la complexité aussi. C'est ces états mixtes en fait. Je ne sais pas si tu veux en parler, Alicia, mais Oui, ouais, alors l'hypervigilance parce que l'environnement est perçu comme un danger. bah, tout ça finit par créer trauma en fait, hein. Oui, Et c'est ça qui est c'est-à-dire, compliqué. C'est qu'en plus, ouais. il y a une dimension traumatique. Donc, euh, bon, enfin bref, on va pas tout explorer. C'est très large, mais en tout cas, bah, c'est bien. Colette nous a mis des ressources supplémentaires. Moi, voilà, je pourrais vous parler aussi, pour celles que ça intéresse plus en détail du truc, mais je vais laisser Alicia continuer. Alicia, tu as aussi une question de Sandrine sur est-ce qu'il peut y avoir un lien avec l'hypersensibilité? Euh, alors l'hypersensibilité pour moi c'est plus un fonctionnement cognitif, un mode de fonctionnement plutôt dans le cognitif. Donc on n'est pas dans le système nerveux autonome. Mais comme je l'expliquais, hein, les deux se parlent, hein. Le cerveau ne fait rien sans ses capteurs et la façon dont les messages des capteurs sont traités par le cerveau, il y a forcément un morceau de sphère cognitive qui joue un rôle aussi. Donc c'est lié. Alors, je sais pas si j'ai véritablement donné une clé, mais voilà, c'est forcément deux systèmes imbriqués l'un dans l'autre. Si on est en hypersensibilité globale ou si on est d'un tempérament hyper, euh, forcément ces principes de régulation vont être encore plus importants et parce que au niveau cognitif, on surréagit à tout. Mais c'est positif parce qu'on va aussi être super réceptif une fois qu'on va pouvoir engager le nerf vague. On va pouvoir profiter des bienfaits plus rapidement aussi. Bien. Je reprends un peu les rênes. C'est OK? Alors, on va voir la troisième partie. La partie stimulation du nerf vague par la respiration. Encore un petit peu de théorie et puis vous allez voir. Alors, comment la respiration agit concrètement sur le système nerveux? Eh bien, justement, la respiration, c'est un des rares processus automatiques, inconscients, mais sur lequel on a une possibilité d'action. On peut volontairement contrôler sa respiration. Et ce contrôle, il va influencer directement l'état du système nerveux autonome. Alors, comment ça va se passer? La variabilité de la fréquence cardiaque, j'en parlais tout à l'heure. Elle se mesure et c'est pour ça qu'on a des études scientifiques qui permettent d'attester le présupposé que je viens de poser. Quand on ralentit la respiration, en particulier quand on va
prolonger l'expiration, on stimule le nerf vague et on voit immédiatement la variabilité de la fréquence cardiaque qui va augmenter et une action positive sur le tonus vagal. Donc, cette respiration, en activant le nerf vague, permet d'envoyer un signal de sécurité au cerveau en mode tout va bien, tu peux te relâcher. Alors, j'ai tenu à alerter quand même sur certains exercices de respiration qui ont été popularisés par certains influenceurs sur les réseaux sociaux. La respiration 4-7-8, typiquement, ou 4-6-8, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas quelque chose de positif. C'est pas quelque chose à pratiquer. Vous allez le comprendre un petit peu plus tard. Ce qui a une action positive sur le système nerveux, c'est quand on a un temps d'expire plus long que le temps d'inspire. Et dans cette respiration-là, on demande à la personne d'inspirer, de maintenir poumon plein et d'expirer ensuite. Mais comme vous le voyez, quand vous faites l'addition du temps d'inspire et du temps de pause en poumon plein, eh bien vous êtes davantage dans le sympathique que dans le parasympathique qui lui s'actionne seulement quand on va souffler et éventuellement retenir mes poumons vides. Voilà, donc petite parenthèse là-dessus à ne pas recommander. Alors voilà, la stimulation du nerf vague qui a un effet positif de rassurer la personne, de lui dire c'est bon, maintenant tu peux te relâcher. Alors là, oui. Excuse-moi, Alicia, si tu peux revenir à la slide précédente. Ce que tu veux dire, c'est que la cohérence cardiaque ou la respiration diaphragmatique est bonne, c'est ça? Mais attention en fait, il ne faut pas que la retenue en poumon plein soit plus l'inspiration soit supérieure Oui, c'est ça. à l'expiration, c'est ça? C'est ça, Donc, en fait. Si on fait 4-4-8, ça va. Oui, typiquement. Okay. De toute façon, en pratiquant, vous allez comprendre. Voilà, alors en séance de respiration avec les outils, les capteurs dont je dispose, je suis capable de reconstituer un graphique qui représente la variabilité de la fréquence cardiaque chez la personne. Et sur la partie gauche, vous voyez des exemples de graphiques dans un état de concentration, tout simplement, pour le graphique le plus haut. Le deuxième, c'est une incohérence psychophysiologique. Et là, on voit bien qu'il y a une anarchie à la fois dans la régularité du passage au bas, mais aussi dans l'amplitude. Le troisième graphique sur la gauche, c'est un graphique qui a été capté pendant une étape de relaxation. Donc là, vous voyez que l'amplitude est très faible. C'est signe que la personne est dans le calme. Et puis, la courbe magnifique de la cohérence cardiaque, ma préférée, où vous avez non seulement une faible amplitude, mais en plus une très belle courbe d'harmonie au moment de la redescente et au moment de la remontée, qui est signe d'un tonus vagal retrouvé, en tout cas chez une personne qui l'a entretenu, qui fait ça régulièrement. C'est le genre de courbe qu'on cherche à obtenir. Quand il n'y a pas de tonus vagal, quand il n'y a pas assez d'élasticité, on va être sur des courbes un peu plus saccadées. Voilà, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais aller un peu plus vite. Alors,
Au niveau des types de respiration, j'ai fait un tableau récapitulatif pour que vous l'ayez en mémoire. Voilà, ça peut se présenter comme ça sous la forme de 3 colonnes avec à chaque respiration les effets principaux qu'on peut en retirer. On va voir 2 exercices dans le détail et puis on va parler aussi des pratiques annexes. Il y a une petite question de Alors, Pauline sur est-ce qu'il est possible d'avoir une telle courbe toute la journée? Je pense qu'elle parlait de la jolie courbe. ah, Oui, la non, belle courbe, oui. non, Est-ce non, que non. c'est pas un peu idéal comme, Bah, on comme reste modèle? pas, non, mais on reste pas en cohérence cardiaque, en état d'équilibre parfait dans la vie de tous les jours, parce que dans la vie de tous les jours, on a des moments d'action. C'est intéressant d'avoir cette courbe-là, justement, au moment où on veut profiter au maximum de cette sensation d'équilibre et de repos, parce que pendant qu'on est dans cet état-là émotionnel, tous les processus se rebranche parfaitement. Quand vous avez en tête ces ramifications avec tous ces nerfs qui drivent tous les systèmes, quand vous êtes en cohérence cardiaque, en fait, en gros, c'est comme si vous nettoyez les injecteurs de votre moteur, quoi. Et Donc, il y a un temps qui serait recommandé. Enfin, il y a des études qui ont montré que si sur la journée on a tant de temps, ben en fait, on a une meilleure régulation, tu vois, de notre système nerveux. oui, les études montrent que la pratique de la cohérence cardiaque régulière, 3 fois par jour, à partir de 3 semaines, un mois, a des effets positifs. Mais l'important, c'est vraiment cette pratique régulière, puisque c'est un entraînement. Chez les enfants, ça va beaucoup plus vite que chez les adultes, parce que euh, voilà, ils sont pas enfermés dans des schémas. Donc c'est des séances avec les enfants, c'est beaucoup plus rapide. Chez l'adulte, ouais, il faut au minimum 3 semaines de pratique régulière. Si on n'arrive pas à le faire 3 fois et qu'on le fait 2 fois, c'est tout à fait OK. Mais voilà, une pratique régulière, minimum 3 semaines, voire un mois, ça commence à avoir des effets positifs. C'est juste 3 minutes, hein. 3 à 5 minutes, 3 fois par jour. À partir de 3 minutes, en fait, si tu veux, je m'aperçois de ça, enfin, je le constate quand je suis en séance. Si la personne se réserve que 3 minutes, mais qu'elle met 1 minute à entrer véritablement en cohérence cardiaque, si elle va pratiquer 3 minutes, elle va en gros profiter de l'exercice que 2 minutes. Donc quand on dit faites-le 5 minutes, ça permet à la personne déjà de se poser, de commencer à entraîner son système pour entrer en cohérence cardiaque, de profiter des 3 minutes de pratique réelle et voilà. C'est ça la différence entre les personnes qui conseillent 5 minutes et les personnes qui disent ouais, 3 minutes suffisent. Mais en fait, ça dépend de ta capacité à entrer en cohérence cardiaque. Et comment tu fais pour les personnes qui ont tout ce qui est angoisse, etc. Et ça peut générer, tu vois, la cohérence cardiaque peut aussi entraîner plus d'angoisse. C'est le lâcher prise que ces personnes-là perçoivent comme un danger. Donc, on va en parler dans la dernière partie sur la mise en pratique en naturopathie. Je vais l'évoquer. Effectivement, c'est un bon point. Alors, je vous propose 2 exercices principalement, donc pour ressentir ce que c'est qu'une respiration diaphragmatique, une mise en cohérence cardiaque. J'insiste sur la respiration diaphragmatique, c'est celle qui engage le diaphragme. Le diaphragme, ce sont les muscles du poumon. Le poumon n'a pas de muscles. Le poumon, pour se distendre et avoir une bonne capacité respiratoire, le poumon, il utilise l'action du diaphragme. Le diaphragme, en s'abaissant, va permettre au poumon de s'ouvrir. Donc, s'il n'y a pas de respiration diaphragmatique, il n'y a pas pleine capacité respiratoire.
Ça permet également, en abaissant le diaphragme, de relâcher la partie ventrale. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi une inspiration abdominale, mais qui doit être un relâchement du ventre et pas un gonflement du ventre. Les mots sont importants parce que j'ai vu en séance des personnes qui forçaient leur ventre à se soulever, mais pas sur l'action de l'abaissement du diaphragme, mais vraiment sur une action musculaire des abdominaux. Donc, attention à ça, vigilance là-dessus. Donc, l'idée de la respiration diaphragmatique, elle est de simuler d'avoir une action régulatrice et calmante sur le système nerveux parce que justement, on va avoir un expire plus longue. Mais je vous propose un exercice où ça va être progressif. Vous allez voir ça. Ensuite, la cohérence cardiaque, tout le monde a à peu près la notion de ce que c'est. Et puis, une autre technique que je vais pas vous faire en exercice, mais que c'est intéressant qui est intéressant à tester, c'est la respiration des yogis, la respiration alternée, hein. Une narine et puis l'autre. La pranayama, typiquement, elle a une action très apaisante. Alors, c'est parti pour la respiration diaphragmatique. Si tout le monde veut bien s'installer. Alors, les positions, c'est ou debout ou assis. Si on est assise, il faut avoir le dos droit, que la colonne d'air soit au maximum droite pour que l'air qui entre par le nez aille bien descendre au niveau des bronches et que on puisse justement en étant droit libérer ce mouvement de faire gonfler laisser le ventre gonfler. Quand on est tout le temps retenu, on est dans le stress, on est en respiration thoracique. Là, on va libérer. Donc, dégrafez vos pantalons, laissez-vous aller, la détente. Ça va être une respiration progressive. Ça va se passer comme ça pendant deux ou trois cycles. Je vais vous guider avec ma voix en inspire 4, expire 4. Et puis, on va faire une petite transition. On va maintenir l'inspire 4, mais on va expirer 5. Et au bout de plusieurs cycles, on sera en inspire 4, expire 8. Donc, on va doubler le temps d'expire. Autre chose à savoir, le passage de l'inspire à l'expire doit être doux, pas saccadé. Donc, avoir en tête toujours cette image de la vague qui vient lécher le sable et se retirer en douceur. Voilà, je vais mettre mon petit chrono. Céline demande si ça peut se faire allonger. On peut être allongé. On peut être allongé, effectivement. Un petit coussin sous la tête. Si on a l'impression que sa tête part en arrière, ce sera très bien. Autre chose, on commence toujours par une expire. Donc, je vais d'abord compter 10 secondes. Au cours de ces 10 secondes, vous allez souffler. Et puis, on va démarrer l'inspiration sur 4 en suivant ma voix. C'est parti. Vous soufflez. 1, 2, 3. Je relâche tout. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez 4. 1, 2, 3, 4. Expirez 4. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 5, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 4, 1, 2, 3, 4. Expirez. 5, 1,
2, 3, 4, 5. À nouveau, 1, 2, 3, 4. Et sur 5, 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez calmement, 1, 2, 3, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez comme une paille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Encore plus douce sur 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respirez normalement. L'exercice est terminé. Vous reprenez une respiration régulière. Analysez vos sensations. Et quand vous voulez, vous revenez partager vos impressions. Euh, je ne sais pas si j'ai bien entendu la consigne de départ ou pas, mais on expirait bouche ouverte ou simplement tout par le nez, inspire, expire par le nez. Inspire par le nez, expire indifférent, par le nez ou par la bouche. Par la bouche, c'est plus facile, entre guillemets, d'imaginer qu'on va souffler dans une paille pour vraiment réguler le volume d'air qu'on va laisser s'échapper. Donc, il y a des personnes qui sont plus faciles avec la bouche. Et quand on a l'habitude, on le fait expire par le nez. Et ça a un intérêt justement, l'expire par le nez, parce que j'ai lu le livre que tu nous avais conseillé. Il a l'air de dire en effet que tout doit se passer par le nez finalement. Et j'ai compris que par l'inspiration par le nez, ça synthétisait, ça permettait de synthétiser l'oxyde nitrique. Et Donc, l'expiration, elle permet quoi, elle, par le nez? Ça... l'expiration, l'expiration par le nez, il va y avoir un effet réchauffant. Et par cet effet réchauffant, il va y avoir renforcement de ce sentiment de sécurité. Physiologiquement, l'inspire par le nez, oui, c'est la seule manière de synthétiser l'oxyde nitrique. Donc, et aussi morphologiquement, l'inspiration nasale, c'est la seule qui permet d'aller au plus profond des bronches et qui va aussi ne pas avoir le travers de déshydrater. Les gens qui respirent par la bouche se déshydratent énormément. Mais en tous les cas, l'expiration nasale, elle n'est pas forcément utile, quoi. Elle est pas forcément utile et ça dépend vraiment des exercices. Parfois, il y a des exercices qui ont recommandé de faire 100% nasal. Et puis, il y a des exercices qui vont être plutôt guidés avec une expiration buccale. Mais ça, c'est en fonction des capacités de la personne à justement à bien gérer leur aire d'expiration. Là, comme on est sur un exercice où on va doubler, c'est bien de le faire en progressif parce que tout le monde n'est pas capable
gérer son souffle à l'expire 2 fois plus de temps que à l'inspire. Il y a une sorte de propension, enfin de tendance que les gens ont à paniquer davantage en perdant de l'air. Ils ont plus un mécanisme de défense qui dit, mais si tu prends pas d'air alors que tu viens d'inspirer seulement sur 4 et que tu vas pendant 8 secondes ne pas du tout inspirer, tu auras plus d'oxygène. Ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux personnes. Même quand on a tout expiré, l'air qu'on avait dans les poumons, il reste 30% d'oxygène dans le corps, tout va bien. Merci. Donc, Alicia, comme tu disais qu'on pouvait partager nos ressentis, moi j'ai ressenti comme si mes bras devenaient un peu cotonneux. Très. C'était Ouais, en voilà. position assise? Assise, oui, D'accord. absolument. Mhm. Sur les derniers, j'ai ressenti quand même une boule dans la gorge. Je sais pas comment expliquer, ouais, comme une sensation de stress quand même. Alors c'était peut-être du fait qu'on ait allongé le temps d'expire. Et ce qui m'a un petit peu gênée, c'est ce côté très métronomique qui est le même pour tout le monde en fait. Moi, tu vois, les secondes, j'aurais bien aimé que sur l'inspire, elles soient plus longues en fait. Alors, l'important, c'est de garder tout le temps la même métrique tout le long de l'exercice pour que les gens finissent par avoir un repère mental. On peut pas parler de secondes, on peut parler de temps. Oui. Mais là, oui, je pense que typiquement, pour quelqu'un comme toi, et ça va être le cas de la majorité de gens, hein, ça doit être vraiment très progressif. C'est très rare que en une seule séance, j'arrive à faire descendre la personne comme ça en expire, en doublant le temps, avec des paliers aussi courts. Mais là, j'ai raccourci l'exercice pour la présentation d'aujourd'hui. Il faudrait que tu t'entraînes vraiment progressivement, c'est-à-dire que tu fais un cycle I4, E4, I4, E5 et tu t'en tiens là. Et puis quand tu te sens confortable avec E5, tu rallonges à E6. Quand tu te sens confortable avec E6, tu rallonges à E7 jusqu'à I8. Enfin E8 et il faut savoir qu'il y a des gens qui arrivent à faire des E16. Voilà. Donc, comme quoi, avec de l'entraînement, on peut vraiment se mettre dans un état de relaxation avec simplement un rallongement d'expire qui donne cette sensation de planer sans substance, je vous jure, tout naturellement, mais on peut y arriver et on en ressent une détente absolument incroyable. Et merci. Et est-ce que entre l'expire et l'inspire de chaque, enfin pas de chaque cycle, mais micro-cycle, on va dire, est-ce qu'on peut prendre un peu plus de temps parce que pareil, on enchaîne entre l'expire et l'inspire tout de suite, et j'aurais eu envie, tu vois, presque de marquer un petit temps d'arrêt. Enfin. Eh ben, c'est pas le but de cet exercice-là, mais ça, c'est dans d'autres protocoles. Dans d'autres protocoles, alors si naturellement tu ressentais une envie de marquer un temps d'arrêt, c'est que ton système est prêt à faire d'autres types d'exercices. Et là, on va on va combiner inspire, retient, expire, retient. Et là, on va engendrer d'autres mécanismes. La régulation, en fait, on arrive à avoir avec la respiration carrée une régulation nerveuse et en même temps une stimulation régulée pour passer à l'action, mais en mode je passe à l'action, mais je veux être efficace sans excitation, juste posée en pleine conscience de ce que je vais faire et je vais dérouler parce que je vais être en pleine capacité de mes moyens. Donc cette respiration-là, carrée, elle va autoriser ça. Et tu peux cumuler une respiration carrée et alternée. Et là, tu vas avoir le double bienfait. Une remise à zéro
de l'émotionnel et tu vas te retrouver en état hyper favorable à une activité intellectuelle en pleine possession de tes moyens. Donc oui, tu avais peut-être envie, mais quand on est dans un protocole, il faut suivre le protocole. Ok, Mais du coup, ça donne certainement des pistes pour aller travailler d'autres techniques. merci. Voilà, ben on va faire un peu de cohérence cardiaque ou peut-être que chacun peut pratiquer. Je sais pas si Il y a des je vous donne, questions, Alicia, peut-être je te les transmets. mais bien sûr. Alors Ouais. du coup, il y a Biliana qui dit, quand tu veux faire comme ça une augmentation progressive là, de ton temps, est-ce qu'il y a combien de cycles tu répètes avant d'ajouter un temps en plus? C'est minimum 3 répétitions. Et puis encore une fois, ça se décide en fonction de la capacité de la personne. Hmm. Euh, Déjà, c'est le fruit d'une observation. Est-ce que cette personne-là, elle a bien compris la technique? Est-ce qu'elle passe de l'un à l'autre en souplesse? Euh, Hmm. ça se décide en fonction de l'observation de la capacité de la personne. Mais je recommande, oui, il faut laisser s'installer la rythmique suffisamment en suffisamment de répétitions et puis ainsi prévenir qu'on va changer de rythmique de manière assez douce, mais quand même avec une petite autorité dans la guidance. Euh, voilà, c'est en bonne concertation avec les capacités de la personne. Merci. Et moi, je rebondis sur ce que tu disais là sur changer en souplesse. Et ça va peut-être venir aussi un peu répondre à la question de Céline. Mhm. Je lève la main du coup. Moi, je vois quand je le fais sur Respire Relax là, avec la bulle qui monte et qui descend. En fait, quand on s'installe dans un rythme, on se rend compte qu'on ne fait pas j'inspire, pof, j'expire, mais il y a une espèce de souplesse en l'air et en bas qui fait que c'est pas une pause, mais c'est comme tu dis, un mouvement plus de vague en fait, qui Ouais, s'installe tu ouais, vois, c'est bien. j'essaye d'expliquer mes ressentis. Ouais, ouais, c'est bien dit, c'est vraiment ça. C'est pas métronomique. Enfin, si ça a été ressenti comme métronomique, c'est que j'ai mal expliqué, mais c'est plutôt vraiment, moi, je vais indiquer des temps et la transition, c'est vous qui la menez et la transition doit être douce. Et justement, voilà, l'application Respire Relax. Je voulais en parler. Oui, tu Euh, nous en avais déjà parlé en fait. Ouais. Ouais, alors ça existe. Il y a des gens qui aiment pas avoir le nez sur le téléphone pour respirer. Et quand on dit aux gens pour s'endormir, il faut avoir coupé les portables, etc. C'est pas faux. Même si l'écran de l'application est très doux, on peut aussi écouter des audios, des Hmm. vocaux qui vont nous guider. Donc, faut pas négliger cet outil-là. Hein. Donc là, je vous ai mis un exemple de lien YouTube vers une chaîne où la personne fait des audios de Ok. respiration. Voilà. Et puis, je vous ai mis la page des termes d'Alvar qui parle de l'application, puisque l'origine, la création de cette application, c'est en partenariat avec les termes d'Alvar. Alors, On, tu as aussi d'autres. ouais. Alors, il y a Maëlle qui se sentait un peu dans le brouillard et que ça lui a aéré le cerveau. Mhm. Nathalie qui pose une bien. Et Colette, bon, toi, tu as une référence sur la sophro-calcédienne, mais peut-être je te laisse prendre la parole. Mhm. Oui, ben c'est vrai qu'il y a, pour certaines personnes, ça peut bloquer en fait le côté rythme, effectivement, quand on est dans les techniques. Et c'est vrai qu'en sophrologie caïcédienne, l'approche, elle n'est pas du tout sur la technique où on compte, mais en fait, on autonomise la personne
puisque à la fois le sophrologue et les sophronisants pratiquent en même temps. Et en fait, chacun se cale sur son mode respiratoire individuel, mais effectivement, on pratique une pause après la respiration diaphragmatique, comme on l'a pratiqué avec toi, Alicia. Donc, ce qui fait que pour certaines personnes, cette pause permet de mieux intégrer aussi les bienfaits qui vont agir sur le système nerveux. Mm. Donc, voilà, tout dépend aussi. Il y a certaines techniques qui vont correspondre à des personnes et d'autres non. D'où l'intérêt de tester ce qui convient à chaque personne. Mais après, avec de la répétition, comme tu le disais, Alicia, dans tous les cas, la respiration diaphragmatique va permettre cette vidange des poumons, cette amplification du volume, et au bout d'un moment, ça agit, dans tous les cas, sur le système nerveux. Et comment tu la matérialises, cette pause, pendant l'exercice? Tu as un protocole, en fait, dans la respiration diaphragmatique posée. Et Mhm. donc, nous, on a un vocabulaire particulier, en fait. Je pourrais, à un moment donné, vous faire un atelier là-dessus. Oui, 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 Mais voilà, pour l'instant, je suis en cours de formation. Donc, voilà, je ne D'accord. mets pas la charrue avant les bœufs. Mais par contre, s'il y a des sophrologues déjà caïcédiens ou sophrologues déjà formés dans le collectif et qui veulent, eux, euh, initier tout le monde à la nuance, enfin voilà, vraiment, c'est complémentaire en fait. Mais ça, c'est vrai que on la matérialise. Si dans le protocole, on a, nous, notre vocabulaire qui permet justement de matérialiser voilà, vraiment chaque moment de la courbe. ok. Euh, bon, chaque technique, sa technique. En tout cas, merci Alicia. Il y a aussi Biliana comme moi qui a énormément baillé. Moi à peine je commence ce genre d'exercice, c'est illico presto, je baille. Et Biliana dit ça aussi. Est-ce que c'est quoi ce bâillement? Le bâillement, c'est une manifestation du système nerveux autonome qui montre que vous avez basculé en para. Donc, Et, et en ventral? oui, enfin, vous êtes en mode détente Ah, c'est et cool. ça se matérialise par ce bâillement. C'est marrant, je le vois en cours de pilates aussi. Et les gens se mettent à bâiller parce qu'en pilates, on accentue aussi certaines respirations. Ouais. Ouais, non, c'est pas étonnant. Il y a même des gens qui s'excusent. Oh, mais j'ai envie de bâiller. Mais c'est pas grave, c'est bien. C'est bien, ça a détendu Biliana qui venait de donner son sang. Alors, il y a pas mal d'interventions. Ouais, il y a beaucoup qui ont baillé. Céline qui parle de la boîte dodo. Je mettrai le chat Ah oui, en pièce jointe parce que sinon, Alicia va pas réussir à tenir son timing. Timing que je... Voilà, Alicia, vas-y. Je te ok. redonne la main et puis je mettrai toutes vos interventions en pièce jointe du replay. Bah, je vais garder le temps de cohérence cardiaque pour la fin. On verra si on se fait un dernier temps de respi à toute fin. Comme ça, Ok. sinon, je vous inviterai à pratiquer grâce à l'application ou à un audio. Alors, les autres techniques qui vont influencer positivement, enfin, en tout cas, avoir une action sur le système nerveux, on en a des exemples ici. J'ai parlé de alors, le physiological sigh. C'est une des techniques dont on s'est inspiré, nous, dans nos protocoles de l'école, la Air Academy. Inspirer 2 fois consécutivement et expirer très lentement. Ça va être c'est ce qu'on appelle aussi la pompe. Hein, on a l'impression d'avoir une pompe à vélo. Voilà. La respiration alternée, j'en parlais tout à l'heure. Je passe dans une narine, j'arrive dans l'autre et je remonte par la narine que je viens de réchauffer et je redescends par l'autre avec la position des doigts qui vont pincer la narine. La respiration carrée, j'en ai parlé avant un rendez-vous important pour calmer le pansouillage. Je ne sais pas si vous avez la ref, mais il y a un Québécois qui a écrit un livre pour, pour expliquer qu'il a le petit vélo dans la tête en permanence. Il fait partie de ces gens qui sont
hyperactif du ciboulot et son compagnon cerveau, il l'appelle Pansouillard. Je vous mettrai la ref si ça vous intéresse. Et oui, c'est possible aussi d'aller faire une respiration carrée en audio. Je vous ai mis le lien. Donc, je rappelle, un carré, c'est inspire, palier, expire, palier, et tout ça sur un temps identique pour faire un carré. On peut faire une respiration carrée à partir de 3, mais c'est bien de commencer à 4, et ça, on peut faire à 5, etc., en progressif, selon les effets recherchés. Alors, d'autres pratiques complémentaires, oui, les chants, la vocalisation, le bourdonnement, donc le fait de faire à l'expire, ça va remuer les vibrations, ils vont remuer, ils vont aussi avoir une action calmante. Moi, ça a l'action de me faire des chatouillis dans la bouche, mais c'est selon les personnes. On peut combiner avec des visualisations, donc ça, c'est aussi des choses qui sont forcément pratiquées en sophro. Et puis, il y a la méthode Hurt-Lokin. Alors ça, c'est intéressant. J'ai envie de vous en parler de 2 minutes. Donc, c'est une technique développée par la société HeartMath, qui est d'ailleurs la société éditrice du matériel que j'utilise pour capter. Ils ont voulu regarder un peu de plus près les aspects de la cohérence sociale. Donc, comment les gens interagissent ensemble, comment ils s'influencent mutuellement. Ils se sont rendus compte que des membres d'un même collectif pouvaient mieux travailler ensemble s'ils s'étaient synchronisés. Et synchronisés par une sorte de cohérence personnelle qu'on peut développer par des exercices de synchronisation cardiaque. Donc, on peut faire ça en mode un peu team building. En sport, c'est prouvé que les gens qu'on a réussi à synchroniser comme ça par la respi sont ensuite plus aptes à jouer ensemble en harmonie. Et donc HeartMath, le Hurt-Lokin, c'est une manière de respirer et de sentir qu'on agit sur son cœur, qu'on respire avec le cœur quelque part. Il y a une théorie qui dit que l'activité cardiaque se synchronise avec l'activité électromagnétique de la Terre. Je vous livre ça sans jugement, mais les personnes, certaines personnes sont sensibles à ça et se resynchronisent selon elles à l'énergie de la Terre et en se resynchronisant à l'énergie de la Terre, elles en puisent une énergie. Voilà, 15 minutes d'exercice. La promesse, c'est de se resynchroniser avec soi-même, mais aussi avec le champ électromagnétique de la planète et d'en ressentir des bienfaits et une énergie nouvelle. Voilà, c'est beau, hein, c'est battement du cœur en harmonie avec le champ magnétique terrestre. La dernière partie qui nous intéresse, l'intégration en consultation, comment et quand proposer ces exercices de régulation du système nerveux. Voilà, quand on est face à quelqu'un qui a des troubles d'anxiété, qui est stressé chronique, qui a déjà des troubles digestifs avérés, qui a des problèmes de sommeil, typiquement, la respiration est un outil très intéressant. Protocole, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si la personne y arrive 3 fois par jour, 5 minutes, parce qu'il y a ce moment de mise en route qu'il faut gérer. Sur les problèmes digestifs, idéalement avant les repas, faciliter tout ce qui est expression de suc gastrique, quand c'est le cas, quand vous avez décelé que c'était une problématique chez la personne, problématique enzymatique également. Le soir au coucher pour des problématiques de sommeil, très intéressant. Alors, globalement, l'endormissement
apaiser le mental. Donc, vous verrez à partir de quand vous le conseillez. Mais c'est voilà, la régulation, enfin, la régularité, pardon, qui va être importante dans ces exercices-là, bien évidemment. Toujours s'adapter au profil, ça, on le sait, hein. Dans notre prise en charge holistique, c'est un incontournable. On ne va pas proposer le même exercice à tout le monde. Donc, une personne très stressée, fatiguée, elle est en hypoénergie, donc souvent en vagal dorsale. Chez cette personne-là, on va privilégier une respiration lente, régulière, en mettant l'accent sur l'inspire, mais pas forcer sur la détente, puisque c'est déjà une personne qui est à plat. Donc, on va plutôt gérer des exercices de stimulation douce. Comme je vous disais tout à l'heure, une respiration carrée, ça va être super intéressant pour cette personne. À l'inverse, quelqu'un de très agité, donc anxieux, en hypervigilance, elle, on va la ralentir. Donc là, on va prolonger l'expire. On va l'aider à se reconnecter à son corps. On va conseiller des techniques annexes comme des massages. Mais en tout cas, au niveau respiration, c'est vraiment la personne qu'on va encourager à réussir à doubler le temps d'expire pour qu'elle s'autorise à repasser dans un mode sécurisé et pas rester en permanence en haut, quoi, sur un niveau haut d'activité. Voilà, à moduler avec le terrain, l'âge, les pathologies. Moi, je me sers d'outils de captage, enfin de captation, mais aussi faites marcher vos petites antennes et notre sens de l'écoute, comme je disais tout à l'heure, ça peut aussi inciter la personne à naturellement redescendre. Enfin, faut des synergies, bien sûr. En nutrition, veiller à ce que la personne ait des apports suffisants en magnésium, en vitamine B, B6, B12, les oméga 3, bien sûr. Ce sont des facteurs clés pour calmer une hyperactivité neuronale. Les activités physiques, bien sûr, sont complémentaires. La phyto, on connaît les plantes comme la passiflore, l'aubépine. Alors, en fonction du profil, la personne qui est dans l'anxiété, avec plutôt un cœur qui s'emballe, on va la mettre avec l'aubépine. Quelqu'un qui est plus fatigué, en perte de motivation, on a le recours des plantes adaptogènes. Ça, vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Donc, pensez vraiment la respiration comme un outil transversal qui vient renforcer les autres approches. Parce qu'à chaque type de problématique, il y aura un exercice de respiration qui va s'imposer. Alors, les dernières précautions et limites, hein, pas d'hyperventilation, y aller progressivement, savoir que la respiration, même si ça peut sembler anodin, ça peut réveiller des émotions enfouies chez les personnes par rapport à ce qu'on disait sur la théorie polyvagale. Le vécu de la personne va forcément influencer sa manière de réagir. Donc, bien questionner la personne sur un éventuel passé traumatique. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Oui, certaines personnes peuvent se sentir oppressées quand elles commencent à respirer profondément, donc surtout si elles ne sont pas habituées. Donc on y va vraiment progressivement. On demande son ressenti dès qu'on enchaîne sur les exercices, les plus doux, même les plus anodins. Toujours parler du ressenti. Et j'adore cette petite phrase, un outil transversal. Voilà.
C'est une technique, mais une technique multi-approche. Donc, ce n'est pas l'exercice qui fait tout, c'est la manière dont on l'intègre dans sa prise en charge thérapeutique. Voilà, donc je vous ai dit en annexe, vous avez des sources scientifiques sur la théorie polyvagale avec des études argumentées et les deux bouquins activer votre nerf vague ou application clinique de la théorie polyvagale si vous voulez aller plus loin. J'ai terminé. Merci beaucoup, Alicia. C'était super. Ouais, merci Alicia. Il y a beaucoup de remerciements dans le chat. Tu pourras les regarder. Celles qui ont dû déjà partir rebosser et puis celles qui sont là encore. Ok. Merci, super. Mm. Un bon rappel et un bon développement aussi par rapport à ton atelier que tu avais fait. Oui, idéalement, il faut avoir fait le premier si on veut vraiment profiter pleinement de ce module-là. Merci à toutes. Ouais, merci. Et du coup, euh, ah, super, Céline, ça lui donne envie de reprendre vraiment régulièrement des exercices. Ah bah ça y est, tu peux afficher le chat peut-être maintenant que tu n'as plus ta présentation. Oui, oui, je commence Ah, à ok, super. Tu as rattraper un petit beaucoup peu de ça. remerciements. Merci, merci, hein, super, super Alicia, déjà de tout ça. Moi, je repars avec la phrase que tu as Hmm. écrite là. Nous régulons notre système nerveux autonome dans le lien. Je Oui. trouve que c'est très beau et ça nous incite à, voilà, à soigner nos relations, à soigner notre discours, à soigner notre comportement. Et je, je pense à toutes les personnes un peu seules qui doivent être en manque justement de tous ces liens et être présent aussi pour elles, quoi. Mhm. Ouais, juste être présent. Parfois, ça fait beaucoup. Moi, je repars aussi avec la notion de synchronisation par la respiration et la synchronisation au sein d'un groupe. On pourrait presque se faire une petite respi quand on se voit pour se synchroniser avant nos meetings. J'ai pensé Super. à la même chose quand j'ai rédigé cette slide, quand je suis allée voir un petit peu ce que c'était que cette technique. Je pense à la même chose. À chaque fois qu'on doit faire un travail où on doit réfléchir ensemble, ben, on se synchronise avec la respire avant et je suis sûre que ça serait profitable. Et du coup, parce que tu parlais de la synchronisation avec aussi la Terre, c'est quel rythme alors ça du coup? C'est une vibration. Alors, je ne sais pas si on peut véritablement parler de rythme, mais il y a une ondulation et c'est pas en termes de rythmique, c'est en termes ondulatoire. Tu sais, mon petit schéma tout à l'heure, super régulier, super joli là, ben ça, c'est ça qui ressemblerait à une ondulation naturelle du rythme de notre planète. L'ondulation. Bon bah Alicia, du coup, à chaque rendez-vous du collectif, tu viens et tu nous fais un petit exercice en démarrage. Bah, en fait, je pense que je vais organiser de mettre en place en fait des rendez-vous où on prend soin de nous en fait et où on fasse des choses collectives comme ça, des respirations. Et puis avec Biliana, on en a parlé aussi, elle est déjà partie, mais de l'EFT et éventuellement de l'hypnose voilà, ensemble pour nous. Ça, c'est vraiment ce qui est ressorti derrière mon partage de pratique de vendredi.
Je Et du suis coup, pour. super. Mais alors, du coup, on peut se faire effectivement 5 minutes de, bah, je sais pas, cohérence cardiaque ou quelque chose comme ça en début de chaque rendez-vous. Super. Ouais, à partir du moment où on doit se mettre ensemble, focuser ensemble sur un objectif, je suis sûre que ça serait profitable. Et puis, Ouais. sinon, simplement des rendez-vous, on prend soin de nous. Mm. Oui, je vois que Céline a dit oui, c'est la fréquence, c'est la fréquence de la fréquence. En visualisant qu'on se branche sur la fréquence de la Terre, Mhm. sur notre Ah, Terre-mère, sur la ouais, Gaïa. Mm. sur le Telegram, je vous partagerai cette, bah, des détails sur cet exercice hein, où on va faire respirer son cœur. Peut-être le rajouter dans la presse, comme ça, le lien, ça vous l'aurez. En tout cas, j'ai fait un exercice de respiration avant la masterclass. Alors, t'as fait le carré, du coup, si j'ai bien J'ai compris. j'ai fait le carré en pranayama. J'ai fait le carré en alterné. Hmm, d'accord. Pour à la fois ne pas être stressée et Focus. stimuler mes fonctions cognitives pour être claire dans ma présentation. Et- et- J'espère que ça, vous l'avez ressenti. Tout à fait. Tout à fait. Excuse-moi, tu as pratiqué sur 5 minutes ou tu te donnes des cycles, un certain nombre de cycles de respiration? C'est comme pour la cohérence cardiaque. Quand J'ai tu... Ouais, là, j'ai fait 5 minutes. Parce que, voilà, j'avais vraiment à cœur d'avoir une session qui soit profitable. Et je me suis dit, si jamais j'arrive pas à tout de suite me synchroniser bien dans le timing, je vais faire une pause de 5 minutes. Pendant 5 minutes, je sais que j'aurai au moins 3 minutes profitables. Et tandis qu'avec des consultants, ça peut être long, 5 minutes, non? Est-ce que c'est pas... Enfin, je sais Ah pas. bah, ça dépend. Si c'est une consultation naturo, Euh, je vais voir si la personne a besoin de redescendre parce qu'elle arrive super stressée. 5 minutes, ce sera pas de trop, puisque on va en retirer des bienfaits après. La personne va être plus disponible, etc. Donc, faut pas hésiter. Même si 5 minutes, ça peut paraître long, Hmm. il faut y aller. On nous avait expliqué ça aussi en cours, hein, le VGB, les exercices tout de suite à faire à la personne si on voit qu'elle arrive dans un état de paquet de nerfs pas possible. Il faut la faire redescendre. Alors moi, je ne sais pas si j'ai mis mon micro. Vous C'est m'entendez? bon. Bonjour, vous l'avez pas vu? Bonjour. Ah, Salut Laurence. ouais, salut. Moi, ce que je fais dans mes séances naturaux, c'est que parfois, justement, je les accompagne sur 1 minute. Et puis après, je leur donne une petite fiche. Donc moi, j'ai fait des petites fiches que je mettrai du coup à disposition du collectif parce qu'elles ont accès sur leur espace personnel et elles peuvent du coup l'imprimer et puis se balader partout ou faire une copie d'écran sur leur smartphone et faire les exercices quand elles sont disponibles ou quand elles en ont besoin. Enfin, je dis elles, mais ils aussi. Voilà. Ah, super. Bah oui, bien vu, oui, le côté petite fiche. Comme on fait, on Mais file des je le recettes. fais que sur 1 minute parce qu'en règle générale, ça couperait la séance, même si je fais à la fin. Donc, je leur montre sur 1 minute et puis Ouais. après, je les laisse. Voilà. Oui, effectivement. En 1 minute, on n'a pas les bienfaits, mais par contre, en 1 minute, on explique très bien la technique. Voilà. Hmm. Puis je leur fais faire comme ça. Ouais. Ouais, ouais, très bonne En tout idée. cas, merci beaucoup hein, parce que c'était vraiment chouette. Avec Ça m'a plaisir. permis de redécouvrir, parce qu'il y en a avec lesquels je suis bien à l'aise, mais là, il y avait d'autres que j'ai redécouverts et que du coup, je vais réutiliser dans dans certains cas de figure. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup. Chouette. Bon, bah super, merci Alicia. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui pose la question de la musique. Alors, très compliqué la musique.
parce que justement, même si on va sélectionner des musiques qui nous semblent adaptées avec le vécu de la personne, il va y avoir des choses qui vont se passer en neuroception qui vont peut-être pas être positives. Donc moi, je recommande plutôt le silence. C'était en fait quand tu parlais de la fréquence de la Terre. Ouais. Ah oui, là, les Ouais, hertz, c'était à ce là. moment-là. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, ça, c'est certaines personnes qui ont remarqué que à chaque morceau de musique se rapporte une fréquence en hertz et que certaines fréquences ont des propensions à mettre la personne dans un état qui va être bénéfique ou au contraire un état un peu plus toxique ou un état neutre. Mais typiquement, ouais, Mozart, ça nous met dans des états hyper de réceptivité, on va dire, cognitive. Euh, c'est pour ça que les vaches produisent plus de lait quand elles écoutent de la musique classique aussi, ça mieux. Donc oui, oui, effectivement, il y a tout un monde à connaître par rapport à ces fréquences autour de la musique. Mais, ouais, excuse-moi, je pensais que tu parlais de la musique pendant les exercices. Non, c'était un moment précis. Oui, oui. Mais Merci. ouais, mais on peut recommander à une personne stressée d'écouter du Mozart. Hein. C'est pas Mais incompatible. Alicia, comme je l'ai dit un peu plus haut dans le chat, en fait, le La qu'on utilise maintenant en musique est en 440 Hz et Oui. avant, il était en 432 Hz. Donc, en fait, la musique que faisait Mozart à son époque, quand elle est jouée maintenant, si elle est jouée avec un diapason 440, c'est pas la même que ce que lui, il faisait ou il écoutait à l'époque. Et d'après la légende, le La est passé en 440 et il paraît que ce sont au moment des nazis qui ont changé la convention du La qui était en 432 et qui l'ont passé en 440. Donc maintenant, bon, on peut très bien désaccorder son instrument pour le passer en 432 et se rapprocher de la musique initiale de Mozart de l'époque, mais ce qu'on écoute maintenant, ce n'est plus la même musique, voilà, parce qu'on joue sur cette fréquence en fait. Oui. Ouais, tout à fait. Et en plus de ça, moi, je conseille très souvent les canons de Pachelbel à mes clients, justement, en 432. Musique régénérative et guérissante. Ouais. Ouais, quand on commence à s'intéresser au sujet, il y a énormément de choses qui ont été écrites. Et si on veut vraiment être puriste, allez voir des concerts de musique baroque avec des instruments d'époque. Et les personnes qui font ça, les orchestres qui ont choisi de jouer sur des instruments d'époque, en général, ils les ont accordés sur la fréquence originelle. C'est ça. Et d'ailleurs, ça nous paraît un peu différent quand on l'écoute, nous, maintenant, quoi. Mm. Et d'ailleurs, aussi, pour rebondir sur ces fréquences, Ah, ton son a sauté. Ouais. Elle a tellement rebondi que Elle est sortie du champ. fait à partir des fréquences, ça il y a devait des être ouais, il y avait comment dire, un dispositif avec du sable où on envoyait des vibrations, des fréquences sur le sable et ça créait des mandalas naturels. Et il me semble qu'on était justement sur du 432. Et c'était ça qui venait peut-être prouver le fait que on était sur la vibration de la Terre. Enfin, il faudrait que je refasse une petite recherche là-dessus, mais c'était très beau à voir, vraiment. Voilà. Je sais Et pas si la vous même avez. chose avec l'eau. Avec l'eau aussi, c'est magnifique. Ah Quand bah, elle on dit que les fréquences vibratoires soignent et que Oui. c'est alors là, je vais rentrer dans des considérations un peu perchées, comme on dit, mais oui, il y aurait eu une médecine bien avant notre ère qui utilisait ces fréquences pour guérir les gens. Ah bah, Et on est en train Alors, de redécouvrir ça.
Ça existe encore, hein, les bols tibétains, Oui, les chants des les champs chamans. magnétiques, les champs magnétiques pulsés. Enfin, là, moi, je suis en train de. Là, je vais être livrée d'un appareil à champ magnétique pulsé, justement, parce que j'ai des clientes qui étaient soignées en oncologie à l'hôpital et qui recevaient justement des fréquences comme ça, des champs magnétiques pulsés et qui, bah, du coup, quand elles sont rentrées chez elles, ça leur manquait. Et moi, c'est un appareil que je louais très régulièrement depuis peut-être 15 ans à peu près. Et là, j'ai décidé d'en acheter un pour permettre justement à ma clientèle de venir faire des séances de rééquilibrage, puisque ça pourra faire l'objet d'une Mm, intervention également. Ouais. Mm. mm. Oui, oui. C'est fascinant, vraiment. C'est complémentaire et fascinant. Et en Mm. fait, c'était les Russes, en fait, après Mm. la guerre. Ils n'avaient pas accès aux médicaments américains et en fait, ils se sont mis à développer donc, beaucoup de recherches sur ce sujet et qui a bien abouti. Donc, il y a des thèses qui ont été faites, par exemple, pour tout ce qui est sclérose en plaques. Là, j'ai une thèse de 200, d'une centaine de pages sur la polyarthrite, des choses comme ça, avec vraiment des retours assez bluffants. Voilà. Voilà. Bah, quand je disais, il y a une ancienne médecine qui utilisait ça, je disais pas que ça a été complètement perdu, mais que c'est en train de revenir. Donc, Mhm. le truc qui ne s'est jamais perdu, c'est chez les Tibétains l'usage des bols, Mm. voilà, qui s'est exporté dans nos contrées occidentales, mais comme science véritable dans le soin, ça doit à nouveau s'imposer comme une alternative aux autres médecines qu'elles n'ont que des réponses médicamenteuses. Et puis on va fermer le débat. Oui, tout à fait. Et on va peut-être se poser la question aussi ensemble. Alors, Laurence, tu as évoqué des fiches, mais parce que donc tu as dit en séance de naturopathie, c'est une technique tout à fait complémentaire avec d'autres techniques, etc. C'est comment on la transmet. Est-ce que, on se crée nos propres outils de transmission, donc des fiches, ou des tutos, ou voilà, des petits audios. Ça, c'est quelque chose qui serait bien enfin, voilà, qu'on intègre complètement parce que pour que chacune puisse se l'approprier. Donc, oui, toi, Alicia, tu es respirathérapeute, donc tu as fait une formation en plus dans le champ, donc tu peux vraiment intégrer en plein. Néanmoins, nous, naturopathe sans cette formation de plus, est-ce qu'on peut tout de même voilà, conseiller déjà le- la respiration avec Respire Relax Plus, tu vois, ou simplement 4-8 et puis Ah oui, en, oui, bien sûr, en, sur des problématiques, en- comme je disais, sommeil, ouais. digestion, et ben, la cohérence cardiaque, c'est la base. Ouais, Mais ça peut- comme vous êtes sensibilisé maintenant Hum, à travers cette deuxième masterclass, hum, vérifiez que, même si c'est une minute comme le fait Laurence, vérifiez que la personne elle a bien saisi la technique hum, et que elle respire convenablement. Parce que hum, faire de la cohérence cardiaque chez soi avec une appli sans avoir compris que le nez c'est important, se tenir droit c'est important, si on est assis, si on est allongé, il y a certaines règles et surtout cette histoire de respiration diaphragmatique. Donc au moins s'assurer si on hum. donne ces outils-là que ça va être fait en conscience et en connaissance de la technique. Ok, Mm. d'accord, merci, ouais. Ok, super. Ça, c'est vraiment un Hum. bonus, plutôt que de balancer une fiche. Voilà. Oui, 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 ou juste une appli, quoi. C'est un peu, moi, c'est ce que je fais, mais c'est un peu juste. Effectivement, tu fais bien de dire, c'est bien quand même, enfin, c'est bien quand même de faire au moins 1 à 2 minutes de pratique pour être sûr que la personne, voilà, va pas nous faire un truc. Après, il y a des respirations qui sont 100% thoraciques, mais à des fins de rééducation de capacité pulmonaire. Donc, tout est possible. Mais par contre, en cohérence cardiaque, il faut engager le diaphragme. Et au quotidien, engager le diaphragme. Quand Et on sait le tu, faire en journée, on le fait naturellement la nuit. donc, je mettrai en pièce jointe du replay ton support. Ce qui serait génial aussi, c'est que tu nous mettes euh, ton organisme de formation pour celle que Ouais. ça intéresserait de Donc, respirer.
thérapie, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Ouais, respiration thérapeutique. Alors, il y a certaines personnes qui sont venues nous chercher des noises, enfin, des ennuis en disant, est-ce que vous êtes sûr que vous avez le droit d'utiliser thérapeutique? Ça commence à titiller de ce côté-là. Mm. Pour l'instant, on continue. Ça marche. Et du coup, toi, tu m'avais un petit peu évoqué il y a longtemps, tu avais un petit peu évoqué que tu rentrais aussi dans des collectifs pour accompagner les personnes qui ont fait des burn-out, des collectifs où il y a des thérapeutes, du coup, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais aussi peut-être d'autres spécialités, ou c'est juste Si. entre vous, Ouais. Non, il y a des psy, psys. des Ouais. psys, d'accord. Et ça, c'est Ouais. sur l'île, en fait, ou c'est en ligne? Moi, Non, ça c'est m'intéresse. national, c'est au niveau national et donc c'est en discussion là avec Monsieur Davou, donc le fondateur de l'école. Il nous propose ça parce que on pourrait se faire référencer dans ces collectifs de pratiques croisées et complémentaires. Donc, j'ai pas encore tous les détails, mais forcément, il y aura des cellules qui vont s'ouvrir au niveau local un peu partout. Et ça m'intéresse justement d'avoir une pratique coordonnée avec plusieurs thérapeutes. Ça aussi, tu nous tiendras informés si Oui, si vous quand voulez, ça je vous en parlerai quand ça deviendra plus concret. ouais, quand ça débouchera. Euh, Bien sûr. Bon, bah, super, merci. Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Il est 13h44. Oui. Euh, Ouais. Bah, du coup, c'est bon. Alors, s'il n'y a plus d'intervention, merci à toutes de votre participation. Un grand merci, Alicia. Et voilà, pour toutes celles qui étaient là, si vous avez envie de vous lancer pour animer aussi une masterclass, donc il y a les ateliers que vous pouvez animer. Là, c'est vraiment centré pratique. Et puis, n'oubliez pas que chacune peut proposer des ateliers. Et si vous avez aussi envie de faire aussi un point un peu plus théorique, là, ça me semblait important aussi de travailler sur une masterclass sur le système nerveux. Voilà, you're welcome. Vous m'en parlez. Moi, je vous ai ouvert sur le fait que moi-même, j'avais des capacités en ce moment plus réduites de travail. Donc, du coup, c'est pour ça aussi, ça m'a super bien aidé que Alicia fasse la masterclass ce mois-ci. Mais c'est pareil, ça peut être aussi les mois suivants. Comme ça, moi, ça me permet aussi de me concentrer sur bah, prendre soin de moi et aussi développer aussi tout le background du collectif qui a besoin de travail. Je suis en train de... Ça y est, j'ai recruté une community manager pour vraiment que l'Instagram se monte. Je travaille aussi voilà, sur le parcours de recrutement, mais tout ça, ça me demande du temps. Et avec mes capacités actuelles, c'est comme ça que voilà, si voilà, vous voulez vous lancer aussi dans des masterclass, n'hésitez pas. Franchement, voilà, c'est super, Alicia, tu vois, la théorie simple, robuste, et puis après, un peu de pratique et la resituer dans notre pratique de naturopathe. C'est génial ce que tu as fait. Merci. C'est tout à fait ce dont il y a besoin. Merci. Merci, belle journée Merci à tous. beaucoup. Allez, bon après-midi et à le partage de Laurence qui sera Jeudi. jeudi. Jeudi, Laurence, c'est toi qui prends le micro. Oui, c'est ça. Yop, yop. Ça Bonne marche. Alors, journée. à Ciao, demain. ciao. Bonne Ah, journée. merci, À au revoir. jeudi.